Salut chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission Entre deux, comme d'habitude chaque semaine. Donc à retrouver sur WeBasket TV la page Facebook, sur la chaîne YouTube WeBasket TV, sur le site internet WeBasket TV et exceptionnellement à partir d'aujourd'hui en fait sur la page Facebook de ProAm Media. Merci Hervé pour l'invitation. Donc cette vidéo sera disponible également sur ProAm Media, sur la page Facebook. Aujourd'hui au programme, on va parler forcément du France-Chine qui a eu lieu hier. C'était un match très compliqué pour les Bleus, qui l'ont finalement emporté de peu. On va parler un tout petit peu de l'équipe de Belgique qui se prépare donc à l'Eurobasket féminin. J'ai oublié de le signaler, mais cette émission est entièrement consacrée au basket féminin. Donc tous ces sujets concernent le basket féminin. Donc on parlera de la Belgique. On parlera également de la Coupe du Monde 3-3 qui a délivré son verdict ce week-end, donc dimanche encore, ce dimanche hier, donc au moment où je tourne cette émission. Et puis des infos concernant l'Open, l'Asvel, le Tango et le Mercato. Et on finira un petit peu comme d'habitude depuis quelques semaines par un petit point sur la WNBA. Allez, c'est parti, on commence. Il y a un gros programme. J'ai préparé pas mal de trucs. On va commencer donc par le match amical, dernier match de préparation qui opposait donc la France à l'équipe de Chine. Et voici la fiche statistique du match. Un match remporté 73-70. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce match complètement dantesque au niveau du scénario, eh bien, la France a gagné sur un dernier tir à 3 points de Braya Hartley, au buzzer quasiment, alors qu'elles étaient revenues donc, à 70 partout. Et d'ailleurs, en fait, au troisième quart-temps, à la fin du troisième quart-temps, cela faisait 45-54. Donc la Chine avait 9 points d'avance. La France jusque-là n'avait marqué que 45 points, donc ça fait tout simplement 15 points par quart-temps. Et elle a mis 28-16 dans le dernier quart-temps. Donc cette équipe de France a choisi de nous balancer un plein d'émotions. On était quand même assez ennuyés ennuyés aux deux sens du terme d'ailleurs. Le jeu que l'équipe de France n'arrivait pas à produire un beau jeu pendant les 3 premiers quart-temps. Et elle a complètement fait exploser la Chine dans le dernier quart-temps. Avec un panache absolument exceptionnel, notamment de Braya Hartley. Je vais en parler en détail à nouveau sur cette fiche. Allez, on va regarder d'abord les statistiques collectives. On peut voir qu'au niveau de l'adresse, c'est 42% pour la France, 45% pour la Chine. Des adresses tout à fait correctes. Et là où la différence s'est faite, vraiment, c'est à 3 points. Alors, est-ce que c'est une question de chance ou de maladresse côté chinois? Mais on a uniquement 16% à 3 sur 18 à 3 points au niveau des Chinoises, alors qu'elles se sont retrouvées assez souvent à disposer de tirs ouverts, mais elles n'ont rentré qu'au 3. Je pense que vraiment, sincèrement, si on avait eu un peu plus d'adresse du côté de la Chine, la France aurait perdu ce match. Et du côté de la France, par contre, on a mis 43%. On a 43% de réussite. À 3 points et franchement ça a fait la différence. Au niveau des lancers francs c'est à peu près pareil. Au niveau des rebonds on a été vraiment dominé par les 43 rebonds pris, notamment par la muraille chinoise. C'est déjà le surnom que je lui donne qui s'appelle Yu Li. Et on en parlera un tout petit peu plus tard de Yuru Li, d'ailleurs j'en parle ici. Allez, tant que j'y suis, on en parle. Yuru Li c'est 2,01 m, c'est 20 ans. Elle était assez discrète l'an dernier à la Coupe du Monde, elle n'avait que 19 ans. Mais là, sur ce match, elle a marqué 16 points et 13 rebonds. Elle a fait un véritable chantier dans la raquette française. Très très difficile à arrêter. Ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi on a laissé tant de tirs ouverts à la Chine, parce qu'il y avait un tel danger dans la raquette qu'il a fallu défendre très fort dans la raquette. Je continue sur les statistiques. Au niveau des passes décisives, c'est 17 et 18. Ce qui est bien mais pas top, comme nous dirons. 14 interceptions du côté français, ça c'est très bien. 8 du côté chinois, et donc ça se retrouve effectivement dans les ballons perdus. On a 25 ballons perdus du côté chinois. On a l'habitude de dire qu'au-dessus de 20 ballons perdus, on ne peut pas gagner un match, mais les Chinoises auraient très bien pu gagner ce match. Les Françaises ont quand même perdu 18 ballons. Au niveau des contres, finalement, c'est la France
qui s'en sort. On a fait 3 contre au niveau collectif. La meilleure marqueuse du match, Marine Johannes. Marine Johannes qui a battu son record de points en équipe de France. Félicitations Marine Johannes. Je pense que son record précédent était à 21 points en équipe de France. Là, c'est 23 points pour Marine Johannes en équipe de France sur un match d'équipe de France. D'ailleurs, sur un match à 73 points, c'est pas non plus un score fleuve. Donc vous voyez, elle a marqué presque un tiers. Pas tout à fait, mais si, un tiers. Enfin, un tiers de 73, ça doit être dans les 24. Elle a mis 23 points. Donc un tiers des points marqués par Marine Johannes. Et Braya Hartley qui a mis 19 points, dont le buzzer beater de la gagne. Et Braya Hartley qui a mis 10 points dans le dernier quart-temps. 10 points dans le dernier quart-temps, plus game winner. Donc c'est la clutchitude de Braya Hartley qui est très très intéressante. Aussi avec d'autres éléments dont je parlerai un tout petit peu plus tard. Je voudrais revenir aussi, faire un point sur Sandrine Gruda. Sandrine Gruda qui a fait son grand retour suite à plusieurs semaines de blessures au niveau de la cuisse. C'est la meilleure rebondeuse du côté français. Vous voyez, de l'autre côté, c'est Yurouli qui a fait son double-double avec 13 rebonds, très difficile à contenir. Sandrine Gruda était très intéressante en défense. 5 rebonds, alors elle a joué de mémoire, elle a joué un tout petit peu moins de 20 minutes, elle a joué 19 minutes et quelques. 5 rebonds, 4 interceptions, 1 contre. Elle a beaucoup gêné, notamment en fin de match, elle a beaucoup gêné Yurouli. Donc c'était très intéressant au niveau défensif. Par contre, au niveau offensif, il y a encore des réglages à faire. 1 sur 7 uniquement, donc ce ne sont que des tirs à 2 points. Donc 14% de réussite uniquement pour Sandrine Gruda, mais c'est plutôt de bon augure. Au niveau physique et au niveau défensif, elle était très impliquée. Elle a fait beaucoup de bien à cette équipe de France, donc comme je le disais, surtout en fin de match. Braya Hartley, on en a parlé. Marine Johannes, on en a parlé. 23 points, et regardez le pourcentage de réussite, c'est 61%. À savoir qu'elle a fait 50% à 3 points, avec un 4 sur 8 à 3 points. Et puis 100% aussi au lancer franc. Donc c'est du 80, 50. Je crois me souvenir que c'est du 80, 50, 100 pour Marine Johannes. C'est une masterclass. 80, 50, 100, 80% à 2 points, 50% à 3 points et 100% au lancer franc. Impeccable. Super match de Marine Johannes. Là encore, ça fait partie des points positifs. Vraiment, cet impact qu'a Marine Johannes sur l'équipe de France. C'est vraiment une joueuse qui arrive à maturité pour 7 euros. C'est de bon augure pour 7 euros et aussi peut-être pour la WNBA et peut-être par la suite, voilà, avec le Lyon Asvel et peut-être aussi aux Jeux Olympiques 2020. Vraiment, on a Marine Johannes qui prend beaucoup de place, qui a beaucoup d'impact à haut niveau, à très haut niveau. Je reprends voilà l'ensemble de la fiche. On va passer sur les temps de jeu. Il y a eu un petit changement par rapport à la dernière fois, puisque en tout cas sur les 3 matchs de préparation qui avaient lieu à Rennes, donc c'était samedi, dimanche, lundi dernier, on avait 6 joueuses qui se partageaient le temps de jeu autour de un petit peu plus de 20 minutes. Et là en fait l'arrivée de Sandrine Gruda, disons que Sandrine Gruda n'a pas pris la place de quelqu'un au niveau des temps de jeu. On voit que c'est autour de 20 minutes, 19 minutes 27, je vous l'avais dit tout à l'heure. Braya Hartley 19 minutes, Alexia Chartereau 23 minutes, Andy Miem 24, on a Marine Johannes 28 qui est la joueuse qui a le plus joué, Olivia Poupa 21 et Valeria Naï 21. Donc là on a même Mariem Badian qui a fait 17 minutes, donc on a vraiment 7-8 joueuses, 7-8 joueuses qui ont vraiment beaucoup joué. Même Ornella Bancolé a fait 14 minutes, elle était très intéressante, notamment en défense. Ça c'est aussi quelque chose de satisfaisant. Du côté chinois, Yurouli a joué 31 minutes, vraiment on s'est beaucoup appuyé sur elle au niveau de la Chine, et je pense que ce sera probablement l'un des gros points forts de cette équipe dans les années à venir. Elle n'a que 20 ans, je vous rappelle. Donc, à voir ce que ça va devenir. Et justement, j'ai des questions à vous poser. Les Bleus, les avez-vous trouvées rassurantes ou inquiétantes? Alors, mettez-moi ça en commentaire. Mettez-moi ça en commentaire, au-dessus, en dessous, à droite, à gauche. Dites-moi, est-ce que l'équipe de France vous a inquiété ou vous a rassuré? Ou les deux? Moi, personnellement, c'est les deux.
Et puis Yuruli, voilà, moi je découvre un petit peu cette joueuse, je m'étais un petit peu renseigné en amont du match. J'ai vu qu'elle avait pas énormément joué, elle n'avait pas été très impactante à la Coupe du Monde 2018 dans l'équipe de Chine qu'on a battu, que l'équipe de France a battu pour le match pour la quatrième place, non pour la cinquième place. La France a fini cinquième et la Chine a fini sixième. Donc on les avait battus d'une quinzaine de points. J'ai plus le résultat en tête, mais je pense que c'était dans les 65 à 80, quelque chose comme ça. Et là, on a une nouvelle joueuse qui a l'air vraiment d'arriver. Voilà, elle mesure 2,01 m, elle est relativement mobile. L'un des premiers paniers qu'elle marque, c'est un panier quasiment dos au jeu, où en fait elle est bloquée sous l'arceau. Du coup, elle reprend un petit pas de recul et elle marque comme ça, là, avec un espèce de bras roulé derrière. Donc pas mal de talent, grosse activité, relativement mobile malgré sa grande taille. Est-ce qu'on est en train d'assister à l'avènement d'une superstar en fait? Une superstar, quand on fait 2,01 m et qu'on a ce niveau de basket là, ça va être très compliqué. Donc je vous pose la question pour ceux qui l'ont vu jouer et pour ceux qui la connaissent un tout petit peu. Pensez-vous que Yuruli va devenir une superstar planétaire du basket? Et ce sera peut-être la Yao Ming des années prochaines. Côté équipe de France, la question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous avez trouvé les Bleus rassurantes ou inquiétantes? Alors moi, pour tout vous dire, en regardant le match, je me suis dit, alors, on avait fait une émission en disant que l'équipe de France, elle était grande favorite à l'Euro. Ensuite, on a eu une cascade de blessures, hein, Sarah Michel, Diandra Tchatchouang, Elena Siak. Et là, on s'est dit, bon, elles sont plus tant favorites que ça. Ensuite, il y a eu le tournoi de Rennes. Avec le tournoi de Rennes, on a vu que si elles avaient été dans le même groupe que la Serbie, la Russie et puis quelle était la troisième équipe, la Turquie, eh bien la France aurait fini dernière, quatrième du groupe et donc éliminée si ça avait été un vrai groupe de phase finale. Et là, en regardant le début du match, je me suis dit, mais peut-être que la prochaine question que j'allais vous poser dans l'émission, c'est est-ce que la France va se qualifier pour les huitièmes de finale, tout simplement? Est-ce que la France va pas se faire éliminer au premier tour? Parce que vraiment, il y avait une qualité de jeu collectif qui était très laborieuse. Je sais effectivement, c'est très impressionnant de voir que la Chine, les joueuses de la Chine sont très grandes. C'est pas trop l'image qu'on a des Chinois et des Chinoises en général, on se dit qu'ils sont plutôt petits. Il y a un tel vivier, il doit y avoir une détection qui est mise en place au niveau chinois pour avoir les plus grandes joueuses et les plus grandes personnes du pays qui se mettent à jouer au basketball. Et là, je crois qu'il n'y a que deux joueuses de moins d'1,80 m, ce sont les deux meneuses, 1,70 m, 1,76 m. Et ensuite, il y a 4 ou 5 ou 6 joueuses qui font plus d'1,90 m. Et on a Yuruli qui fait 2,01 m. Et puis même une autre joueuse qui est pas loin des 2 mètres, qui doit faire 1,98 m. Et encore à la Coupe du Monde, il y en avait une qui était encore plus grande, qui faisait 2,07 m. Mais qui n'était pas là ce week-end. Donc vraiment compliqué face à la Chine, il a fallu que la France trouve son jeu. Et il y a quand même plein de points rassurants, notamment la fin de match, le coup d'éclat de Brian Hartley. Brian Hartley apporte quelque chose que personne n'a en équipe de France. C'est vraiment le jeu à l'américaine, en isolation, d'être très agressif vers le cercle, de faire des Eurostep. Moi, c'est des choses que je vois très rarement dans le basket féminin, des joueuses françaises qui attaquent le cercle en finissant par un Eurostep. C'est un geste technique qu'on voit assez rarement. Marine Johannes le fait, bien entendu. Sandrine Gruda, le retour de Sandrine Gruda est très intéressant, le retour au niveau physique de Sandrine Gruda. Au niveau physique, Sandrine Gruda est au point. Moi, je trouve vraiment c'est la leçon. Elle a été beaucoup dans l'activité, dans la défense. Là où elle n'est pas au point, c'est au niveau offensif. Donc elle manque probablement de rythme, il lui faudra des matchs. Peut-être même que les premiers matchs de groupe ne seront pas forcément très favorables à l'adresse de Sandrine Gruda, attention à ça. Ensuite, autre point positif, là qui me vient à l'esprit, c'est Ornella Bancolé. Ornella Bancolé avait très peu joué au tournoi de Rennes, là elle a beaucoup plus joué. Ornella, elle a un énorme rôle défensif. C'est une energizer, elle court énormément, elle est athlétique, elle est très forte, elle est même tactiquement, elle se place très bien. Donc Valérie Garnier l'utilise à ce niveau-là. J'attends de voir l'utilisation d'Ornella Bancolé offensivement, ça n'arrivera peut-être pas, mais je serais très intéressé du fait qu'on lui confie aussi
des responsabilités offensives, notamment au niveau de la finition. Ornella Bancolé, à 3 points, c'est une pointure. On ne l'a pas vu tirer un seul shoot à 3 points avec l'équipe de France, pour l'instant. Donc à suivre. Voilà au niveau des satisfactions. Ensuite, il y a des joueuses qui ont été un peu plus en dedans. Olivia Epoupa qui avait été très bonne sur les premiers matchs, qui là a été notamment au niveau de la finition qui a été un petit peu mise en difficulté, mais en face c'était très grand. Forcément, Olivia Epoupa qui est une meneuse de poche, qui en tire profit avec sa vitesse, elle est ennuyée quand il y a des grandes. Donc allez-y, dites-moi, est-ce que c'est rassurant, inquiétant, et dites-moi pourquoi dans les commentaires. Et on en parle après la publication de la vidéo, bien entendu, ensemble. Allez, je vais aussi faire un point quand même sur une joueuse qui a passé un cap. C'est Andy Miem. Andy Miem a 200 sélections, rendez-vous compte. Donc ça devient la 15e joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de France féminine. Bien sûr, 6 médailles avec les Bleus. Enfin, quand on est avec les Bleus, on remporte souvent les médailles, mais encore faut-il y être pour quelque chose, et puis c'est le cas d'Andy Miem. Plus de 1700 points inscrits en équipe de France, capitaine des tricolores depuis novembre 2017, donc depuis la succession de Céline Dumerc, depuis la défection de Céline Dumerc. C'est Andy Miem qui a pris la suite. Plus de 700 de rebonds, 200 passes, 100 interceptions. On peut dire félicitations Andy Miem, grande championne. Voilà, qui a 30 ou 31 ans, je ne me rappelle plus exactement de son âge. Grande joueuse européenne, très régulièrement nommée dans les 5 majeurs des compétitions. Donc félicitations Andy Miem, qu'on a un petit peu moins vu quand même sur ce match-là, effectivement. Elle a été un petit peu en difficulté sur ce match. On a besoin d'une grande Andy Miem à l'Euro, on verra. Voilà, on compte sur elle, on compte sur toute l'équipe. On verra ce que ça donne à l'Euro. Petit aparté, oui, Andy Miem, je l'ai rencontré pour l'émission Une carte à jouer, que vous pouvez retrouver sur tous les médias de WeBasket TV, sur YouTube, sur Facebook, sur le site. Pas sur Facebook, mais je vais bientôt la mettre en intégralité sur Facebook. J'avais mis qu'un seul extrait sur Facebook, mais je vais la mettre en intégralité bientôt. Donc c'est une petite vidéo de, je pense, 15 minutes où je demande à Andy de donner un conseil à un basketteur ou une basketteuse dans un certain domaine en fonction de ce qu'elle a tiré comme carte. Je vous laisse découvrir ça, vous trouverez ça un peu partout sur WeBasket. Je vous fais confiance, vous allez fouiller, vous allez trouver. Super interview. Allez, on passe au sujet suivant. C'est la Belgique. Alors la Belgique, allez, il y a quelques émissions, je m'étais attardé sur d'ailleurs, sur la dernière émission, je me suis attardé sur les 12 Françaises sélectionnées pour l'Eurobasket. Et là, allez, petite exception, francophone. Mais en fait, je sais qu'on est vachement suivi en fait en Belgique, notamment au niveau de la Belgique francophone, donc du sud de la Belgique, la Belgique wallonne, c'est ça. Oui, wallonne. Les Flamands, c'est au-dessus, et ils parlent flamand, forcément. Donc la Belgique wallonne. Allez, et puis en plus dans l'équipe belge, on a quand même beaucoup de joueuses qu'on connaît bien. Alors là, c'est les 200 sélections d'Andy Miem, et on passe à la sélection belge. Alors, les 12 joueuses appelées par Philippe Mesdag, le sélectionneur. Et nous avons des meneuses qu'on connaît plutôt bien, Julie Allemand, Marjorie Carpréau et Julie Vandelou. Toutes les trois ont joué en championnat de France. Et Julie Allemand fait les beaux jours de Lyon-Asvel cette saison et l'année prochaine. Au niveau des arrières, nous avons Antonia Delard qui était à Brennes l'an dernier et qui sera à Nantes l'année prochaine en championnat de France. Au niveau des ailières, Kim Mesdag. Kim Mesdag qui a fait sa saison à Kukurova en Turquie, qui va jouer la WNBA, qui a déjà d'ailleurs, je crois, participé à quelques matchs, et qui retourne à Charleville la saison prochaine. Anne Mesdag, sa sœur, qui joue à Namur dans le club de son père. Hélène Naulers, qui joue à Benvibre en Espagne. Au niveau des ailières fortes, nous avons Yana Raman, qui est en Espagne également, qui était à Claret cette saison et qui va à Valence l'année prochaine. Et là, au niveau des pivots, c'est du lourd. Emma Messman, Ekaterinbourg, également au Washington Mystics en WNBA. Anne Waters, la mythique Anne Waters, qui n'avait pas de club cette saison, qui s'est bien préparée sans club, mais pour l'Euro, avec un vrai objectif de performer au niveau de l'Euro. Il faut toujours se méfier de la grande Anne Waters.
Ensuite, nous aurons Kiara Linskens, pardon, qui était en Pologne à Gorzów et qui va en Russie à Yenisei. Donc Yenisei, c'est une bonne équipe de recoupe. Hein. Donc voilà, sûrement une très bonne joueuse que je connais peu, bien entendu, et Serena Lynn Geldof, qui est à Namur également. Alors dites-moi, que pensez-vous de cette Belgique? Pour mémoire, hein, cette Belgique, médaillée de bronze à l'Euro 2017 et médaillée de bronze au Mondial 2018. Je suis en train de me demander si elles ont pas eu la médaille d'argent. Au Mondial 2018, non, forcément, la médaille d'argent, c'était... Je crois que c'est l'Espagne, mais je me rappelle même plus. Je crois que c'était États-Unis, Espagne. Oula! Il y a un réglage au niveau de ma caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. On va régler ça un peu plus correctement. Alors en plein, c'est dans les conditions du live. Hein. Hop. Voilà. Ouais, un peu bizarre. Ah, ou c'est peut-être ça. Surexposition. Bon, allez, je vais être un peu bleu pour la fin de la vidéo, tant pis. Alors, que pensez-vous de cette équipe de Belgique? Alors, très très bonne cette équipe ces dernières saisons. Et en plus, on a des joueuses qui sont encore meilleures que l'année d'avant. Et je pense en premier chef à Julie Allemand. Julie Allemand qui a fait une saison exceptionnelle au Lyon Asvel féminin cette année. Et vraiment, superbe saison de Julie Allemand. Donc, il faut la voir où cette Belgique? Dites-moi ça en commentaire. Où voyez-vous la Belgique et pourquoi? Dites-moi ça en commentaire. Où voyez-vous finir la Belgique à cet Euro basket? Peut-être une victoire. Franchement, quand moi je vois cette équipe, quand on voit un 5 majeur là qui pourrait se dessiner, ce serait Julie Allemand. Alors Antonia Delard, Kim Mesdag. Et je vois bien deux Twin Tower, voilà, Emma Messman, Ann Waters. C'est chaud. C'est très chaud. C'est peut-être le meilleur 5. Donc à voir. Moi personnellement, médaille. Elles n'ont pas eu tellement de blessures, j'ai l'impression. Il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de joueuses manquantes. Donc personnellement, c'est médaille. Et franchement, qui est meilleur que la Belgique? On verra ça dans les prévus que je vais faire dans les prochains jours. Je fais un petit teasing et on verra ça. Allez, je vais passer au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est la Coupe du Monde 3-3 parce qu'il s'est encore passé beaucoup de choses. Donc la Coupe du Monde 3-3. Allez, hop, la Coupe du Monde 3-3, c'est ici. Eh bien, qui a gagné la Coupe du Monde 3-3? Je vous le donne en mille. La Chine. C'est la Chine qui a gagné la Coupe du Monde. Alors la France était quand même parmi les favorites. Hein. Elles avaient même battu l'Australie à 2 reprises. Si je ne dis pas de bêtises, là j'ai le parcours de la France d'ailleurs. Hop, la France ici. Et la France avait battu l'Australie en groupe, bon 17-16, hein, de très peu. Et elle a rebattu l'Australie pour le match de la 3e place. 21-9, là effectivement, c'était beaucoup moins serré. Enfin, pour avoir vu le match, c'était très serré jusqu'au moment où les Australiennes ont probablement accusé le coup physiquement et les Françaises ont vraiment pris le dessus. Donc le parcours de la France était presque parfait, hein, c'était vraiment un parcours dominant avec voilà, cette victoire étriquée face à l'Australie qui semblait être vraiment une victoire charnière. Ensuite, pas vraiment d'opposition, enfin c'est un peu exagéré de dire ça, mais on va dire une sensible domination de l'équipe de France face aux autres équipes. Donc notamment voilà, la Suisse, l'Italie, et malheureusement il y a l'accident. L'accident face à la Hongrie. Alors l'équipe de France, hein, Anna Maria Philippe, Laetitia Guapo, Marie-Ève Paget et Mia Touré. Mia Touré qui est considérée comme la meilleure joueuse 3-3 du monde. Marie-Ève Paget est également très très haut placée dans le ranking. Laetitia Guapo était la nouvelle entrante de cette équipe, hein, pour cette saison là de 3-3 en 2019. Et en fait, malheureusement, elles sont tombées contre une équipe de Hongrie très expérimentée d'abord.
parce qu'il y avait notamment deux joueuses professionnelles de haut niveau. Il y a une joueuse qui joue à Salamanque, hein, c'est Gori. C'est une américaine naturalisée hongroise, américano-hongroise. Et il y a Medjiesi, qui est une joueuse vraiment expérimentée, qui a eu pas mal de sélections en équipe de Hongrie, et qui a fait beaucoup de mal à l'équipe de France en demi-finale. Quoi qu'il en soit, félicitations aux Bleus. Je vous ai mis aussi l'équipe de Chine pour voir un petit peu quand même, pour découvrir ces joueuses. On a Jiayin Jiang qui a été tout simplement élu MVP du tournoi. Ying Yunli, Di Wu et Jiting Zhang. Ça doit se dire à peu près comme ça, je ne suis pas super performant en chinois. On voit quand même qu'elles ont, elles ont dominé le Turkménistan bien entendu, la Lettonie, et elles avaient déjà battu la Hongrie en match de poule, assez nettement, de 10 points d'écart. Ensuite, elles ont eu du mal à se défaire des Pays-Bas, 13-12. C'était un peu plus relax aussi face à la Roumanie en quart de finale, 16-12. Elles ont battu l'Australie 15-14. Vraiment, ça s'est joué à très peu de choses. Je ne me rappelle plus des circonstances du match, mais ça s'est joué à un point en fin de match. Je crois même que c'était un lancer franc ou quelque chose comme ça. Ça s'est joué à très très peu de choses face à l'Australie. Ah bah ça s'est joué en prolongation, tout simplement. Je me rappelle, effectivement. Ça s'est joué en prolongation. Et puis au niveau de la finale, donc là c'était un petit peu plus... finalement, elles ont plus dominé la Hongrie en finale, un petit peu comme le match précédent. On va faire un point au niveau des distinctions individuelles. Alors, comme je vous l'ai dit, Jiayin Jiang est élu MVP. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé des grandes tailles, vraiment de l'aspect physique de la Chine. Et on pouvait même, dans l'équipe nationale de Chine, on pouvait même se dire qu'au niveau créativité, voilà, il n'y avait peut-être pas de grandes joueuses en Chine. Déjà dans ce match, il y a une ou deux joueuses dont voilà, j'ai forcément oublié les noms, ont été assez intéressantes au niveau donc, des postes extérieurs, et notamment au niveau de la technique. Et là, sur le 3-3, le 3-3, c'est beaucoup de 1 contre 1. Faut shooter en extérieur. Faut être toujours en activité, donc vraiment toujours en train de courir. Et la Chine et notamment Jiayin Jiang a été très très impressionnante sur ce tournoi. Et c'est Saïcha Gori et Minya Touré qui complètent le 3 majeur du tournoi. Et Marie-Ève Paget a remporté le Skills Contest. Et alors, pour avoir vu le Skills Contest, elle a explosé l'italienne en finale. En fait, Marie-Ève a réussi son panier tout du premier coup, en fait. Elle a réussi son panier du premier coup, elle a réussi la petite passe dans le cercle du premier coup. Un parcours impeccable. Et en fait, à partir du moment où l'italienne a fait une erreur, c'était terminé. Donc bravo Marie-Ève, qui est coutumière du fait, je crois. Je me demande même si elle n'était pas tenante du titre, c'est quelque chose à vérifier, mais je crois même qu'elle était tenante du titre au niveau du Skills Contest de la Coupe du Monde 3-3. Allez, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant concerne les infos. Alors il y a pas mal d'infos. Info Open, Asvel, Tango, Mercato. Open, Asvel, Tango, Mercato. C'est parti. De quoi s'agit-il? Alors, l'Open, ça y est, c'est tombé. On a les matchs. L'Open Maïf LFB de la saison 2020. Nous avons les matchs qui sont décidés. Ça aura lieu le week-end du 5 et du 6 octobre. Donc ce sera un samedi et un dimanche. Pour les matchs de champions, pour le match des champions, ce sera bien entendu Lyon Asvel contre Tango, Bourges Basket. Donc ça, c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe de France. Et pour le reste de la première journée, ce sera Saint-Amand-d'Entrezé, ce sera Villeneuve face à La Roche-sur-Yon, le BLMA de Latte Montpellier face à Charnay le promu, donc BLMA dernier finaliste du championnat de Ligue féminine de basket face au dernier promu. Tarbes jouera Landerneau, Basketland jouera face aux Flammes Carolo, et ça se passera à Coubertin, comme tous les ans à Paris. Petite info sur les Jeux européens. Donc au niveau des Jeux européens, nous avons la France qui participe en 3-3 et qui va en quart de finale. L'équipe des Jeux européens, c'est Caroline Herriot, Clarence Jalvitabdi, Assit Ancone et Johanna Taillot.
Donc je vous donnerai quelques infos un petit peu plus tard, quand la- la compétition se sera clôturée et qu'on aura les résultats. Les Jeux européens sont à suivre sur l'équipe TV, enfin sur l'équipe, la chaîne L'équipe maintenant, ça s'appelle la chaîne L'équipe. Donc vous pouvez regarder ça à la télévision et il y a le basket 33. Et il y a deux clubs qui ont communiqué au niveau de leur stratégie. Alors Projet Tango 2024. Projet Tango 2024, donc ça a été annoncé par Agnès Singer, la nouvelle présidente qui a remplacé Pierre Fossé à la présidence du Tango Bourges Basket. Et donc il y a 4 objectifs. Euroleague, aller en Euroleague et gagner un titre, gagner des titres tous les ans. Au moins un, j'imagine. Bon, ça, truc habituel chez Tango Bourges Basket. Normal, rien de nouveau. Organiser le Final Four 2020. Organiser le Final Four 2020, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, Bren s'est positionné. Et ce qui est très intéressant, là c'est ce que j'ai vu dans la formation de Bourges, c'est qu'on n'est plus tenu de participer au Final Four pour l'organiser. Donc ça c'est très intéressant, puisque jusqu'à maintenant il fallait... Voilà, ça se faisait à la dernière minute l'organisation du Final Four. Je pense que c'est mieux comme ça finalement. Comme ça, voilà, un club, un territoire peut s'organiser bien en amont à l'organisation voilà, pour organiser un Final Four. Donc ça c'est plutôt bien, même ça peut permettre de faire de la com, de vendre des tickets à l'avance. Donc vraiment ça peut être un bon point. Donc j'avais dit que je soutenais officiellement la candidature de Bren à l'organisation du Final Four. Je soutiens aussi celle de Bourges, c'est vraiment super. Ce serait vraiment super d'avoir un Final Four, que ce soit en Belgique ou en France. Au niveau des autres infos, augmentation du budget, donc progressivement sur les 5 prochaines années, d'ici à 2024. Budget qui est actuellement à 3,5 millions, le passer à 4 millions d'euros. Et puis aussi un objectif de remplir le Prado, puisque cette année, le Prado, donc, qui comporte à peu près 5000 places, était rempli à 76% aux 3/4, ce qui est déjà pas mal. Mais il y a une volonté de la part de la nouvelle présidente de remplir un petit peu plus, voilà, peut-être chaque année, le Prado. Autre info qui est tombée, c'est l'Olympique Lyonnais et l'Asvel. Donc l'Olympique Lyonnais entre officiellement au capital de l'Asvel masculin et de l'Asvel féminin. 25% des parts au niveau de l'Asvel masculin et 10% des parts au niveau de l'Asvel féminin. Voilà, c'est un achat de parts. Donc c'est 300 000 euros au niveau du féminin. Et la plus grande contrepartie, dirais-je, il y a plusieurs, voilà, il y a un accord avec plusieurs termes, il y a vraiment un partenariat qui signe entre l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas et l'Asvel de Tony Parker, et notamment c'est l'apport en échange de la prise de participation donc de l'Olympique Lyonnais au niveau de l'Asvel et d'un apport financier. C'est vraiment l'apport de l'image de Tony Parker pour faciliter le développement à l'international de l'Olympique Lyonnais, ce qui est vraiment très très intéressant puisque effectivement l'Olympique Lyonnais souhaite se développer aux États-Unis et en Asie, et Tony Parker c'est une figure mondiale. Et donc Tony Parker va aider Jean-Michel Aulas à développer le business, l'aura, la médiatisation de l'Olympique Lyonnais à travers le monde. Info Mercato, nous avons Marina Solopova qui est une Lituanienne qui était déjà passée à Saint-Amand, qui revient à Saint-Amand. C'est un poste 3, 1m82 de 29 ans. Et puis la confirmation quand même de Laia Palau qui poursuit à Gérone. Donc Gérone sera encore une équipe très importante la saison prochaine en Euroleague. Poste 1, 1m78, 39 ans, Laia Palau, increvable. On va la retrouver avec l'équipe d'Espagne à l'Euro. Ce sera encore compliqué de battre l'équipe d'Espagne de Laia Palau, probablement. Donc voilà pour le côté mercato, infos diverses. Allez, on passe à la WNBA. On va passer assez vite, comme d'habitude. C'est pas encore vraiment ce qui nous intéresse le plus, mais on a quelques résultats. Et notamment la chute du leader. Le leader donc, qui était invaincu jusqu'à maintenant, le Connecticut Sun, eh bien, a été défait par le Chicago Sky. Chicago Sky, voilà, ici, c'est ça. Sur le dernier match, Chicago a battu Connecticut 93-75. Le Chicago Sky de James Wade. James Wade, le mari d'Edwige Lawson. Donc, c'est lui le coach de Chicago. Donc, vous voyez, au niveau du classement, en fait, qu'il y a une victoire de plus, d'ailleurs, pour Dallas, pour Atlanta.
Et puis voilà, on a toujours quand même à peu près le même classement. Dallas, Atlanta dans les derniers, New York également. Connecticut, Washington, Chicago et Seattle sont les 4 premiers. Donc voilà, ça se termine au niveau de ce nouvel épisode d'Entre-deux. Je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous remercie par avance pour tous les commentaires que vous allez mettre ici ou là à droite. Je vous invite comme d'habitude à télécharger notre vidéo Joue-la comme Proust, où je suis allé interroger 5 joueuses de Ligue féminine, où je leur ai posé des questions de personnalité en fonction du questionnaire de Proust. Vous pouvez télécharger cette vidéo, je vous ai mis un lien en haut à droite, ça dépend dans la description, ce sera en bas pour YouTube, ce sera au-dessus pour Facebook ou en dessous, je ne sais plus. Donc allez-y, téléchargez cette vidéo, je vous demanderai juste en échange votre adresse email, et moi, votre adresse email, ça me permet de vous envoyer des petits mails pour vous informer des contenus qu'on propose sur WeBasket TV dans les semaines à venir. On va avoir une grosse activité avec l'Eurobasket là, qui va démarrer cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, avec plaisir, et vive le basket féminin. Ciao!